Bien, bonjour, bienvenue et bien évidemment bonne année à tous. Bien sûr, c'est le moment de vous présenter tous mes vœux les meilleurs, surtout de bonne santé, qui est décidément, croyez-moi, ce qui est à souhaiter en tout premier lieu, donc à chacun d'entre nous. À vrai dire, ces vœux, je les présente pas avec l'optimisme de rigueur qu'il faudrait, puisque l'année 2012 a bien mal commencé pour notre profession, qui a appris dès son tout premier jour, dès le 1er janvier, donc la disparition dans la force de l'âge de notre collègue Elisabeth Allès, que certains d'entre vous ont peut-être connue, qui était atteinte depuis quelques mois d'un cancer qu'elle a combattu avec tout le courage et toute l'énergie qu'on lui connaît. Alors, je voudrais quand même dire quelques mots en hommage à Elisabeth Allès, qui était un être humain en tout point exceptionnel et admirable. Elle était mère de 2 enfants. Elle était directrice de recherche au CNRS et jusqu'à une date récente, directrice du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine de l'École des hautes études en sciences sociales, plus connue sous le nom de Centre Chine. Et elle était également militante à la Ligue des droits de l'homme et très activement engagée auprès des migrants, notamment des migrants chinois en France. Alors, outre tout cela et bien plus encore, elle est irremplaçable dans le domaine où elle travaillait en tant qu'anthropologue, spécialiste des musulmans de Chine, avec lesquels elle a beaucoup partagé de moments et de moments de dialogue et sur lesquels elle a donné des publications de très grande qualité, toujours avec la profonde humanité et l'esprit critique qui l'ont toujours caractérisé. C'est donc une très grande perte qui nous affecte en ce début d'année et il est évidemment difficile, après ce nouveau coup du sort, de se remettre au travail, mais il nous faut envers et contre tout le faire, ne serait-ce que, comme je le disais il y a quelques semaines, pour ne pas laisser tout le terrain au mal qui ronge des êtres chers, mais aussi pour nous efforcer d'être dignes un petit peu de ceux qui ne peuvent plus être là et de prendre la relève de leur combat. Alors, tâchons donc à présent de revenir bon an, mal an, si j'ose dire, aux propos qui nous occupent cette année et dont l'enjeu central, je vous le rappelle, est de réévaluer quelle doit être la place, la véritable place de Confucius dans le contexte chinois actuel, en réexaminant d'un point de vue historique et donc critique la manière dont s'est construite la renommée de Confucius. Alors, reprenons ce que nous avons lu jusqu'ici dans le Han Shu, ici, dont je rappelle qu'il s'agit de l'histoire
des Han, mais plus spécifiquement des Han occidentaux ou antérieurs, puisque nous avons également une histoire des Han orientaux ou postérieurs intitulée le Hou Han Shu. C'est pour cette raison que je vous ai reprojeté donc ce tableau de repères historiques. Vous avez cette dynastie Han qui a duré 4 siècles, à cheval de manière à peu près symétrique sur le tournant de l'ère chrétienne. Donc vous avez une première partie donc, qui couvre en gros les 2 premiers siècles avant l'ère chrétienne, et la deuxième partie donc, qui couvre les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne, avec entre les deux donc l'interrègne de Wang Mang, qui a duré donc très peu de temps. Alors, je signale d'ores et déjà la conférence que viendra nous faire en français, s'il vous plaît, notre collègue allemand, le professeur Hans van Hess de l'Université de Munich, sur précisément les premières histoires dynastiques chinoises. Cette conférence se tiendra le jeudi 9 février à 14h30, donc à la suite de notre dernière séance de travail de l'année. Et comme toujours, vous trouverez les détails sur le site internet du Collège de France. Alors, nous avons vu, disais-je, 2 récits concernant 2 filières de transmission du texte du Lun-Yu, que nous avons pris l'habitude de traduire en français par les entretiens de Confucius. Alors, il y a d'abord une filière essentiellement orale qui passe par les disciples qui auraient donc consigné, et c'est ce que vous dit donc le premier extrait que nous avons lu, qui auraient consigné ce qu'ils ont entendu directement du maître, Jie Wen Yu Fu Zi. Et l'autre récit, qui concerne donc les 2 autres passages que nous avons vus précédemment, ces 2 passages en fait sont 2 variantes du même récit qui nous parlent donc d'une filière purement écrite sous la forme de textes prétendument retrouvés dans les murs de l'ancienne demeure de Confucius au pays de Lou, donc dans son pays natal. Alors, le trait commun à tous ces passages et donc à ces 2 récits, c'est qu'ils soulignent tous le caractère de continuité du processus de transmission, que ce soit donc la continuité de la transmission orale directe du maître au disciple, ou la continuité représentée par des textes écrits, donc des manuscrits, retrouvés dans la maison même de Confucius. Alors, ce sont en effet principalement ces passages du Han Shu, donc de l'histoire dynastique des Han occidentaux, compilés, je vous le rappelle, au 1er siècle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire environ, si mon compte est bon, 6 siècles après le vivant de Confucius, donc évidemment très tardivement. Ce sont ces passages que nous avons lus qui sont à l'origine de l'idée générale que s'est faite la tradition chinoise suivie par la sinologie occidentale
cette idée qu'elle s'est faite pendant 2000 ans de la composition du texte du Lun-yu, donc des Entretiens de Confucius, à savoir l'idée d'une compilation par des disciples et ou arrière-disciples de Confucius. Alors, le premier passage que nous avons lu, ce passage du chapitre 30 de l'histoire des Han occidentaux, qui est donc ce chapitre bibliographique qui concerne donc les arts et donc la matière écrite. Ce chapitre fait une distinction importante entre deux termes que j'ai surlignés en rouge ici. Vous avez d'une part le terme dizi, qui dans ce contexte désigne de toute évidence des disciples directs du maître, puisque on nous dit qu'ils consignent de quelque manière, ils enregistrent ce qu'ils ont entendu dire de la bouche du maître. Alors, il faut remarquer donc en passant que le mot ti employé tout seul désigne donc le jeune frère ou le petit frère. Autrement dit, nous aurions ici justement une sorte de filiation directe entre le maître et ses petits frères que sont ses disciples. Et vous avez d'autre part cet autre mot, menren, donc littéralement des gens qui se tiennent à la porte du maître. Pour ceux d'entre vous qui connaissent quelques caractères chinois, bon, vous avez cette caractère de la porte qui schématise les deux battants donc d'une porte. Alors, ce terme de menren, en toute logique, devrait désigner dans ce contexte des disciples indirects, donc peut-être des disciples de disciples ou des adeptes plus ou moins proches de l'enseignement du maître. Alors, sous les Han, à en juger du moins par les biographies de grands lettrés que l'on trouve dans le Han Shu, c'est-à-dire l'histoire des Han occidentaux, ou bien dans le Hou Han Shu, c'est-à-dire donc l'histoire des Han postérieurs ou orientaux, il semblait y avoir une distinction entre les disciples qui arrivent à la porte, Jimen, qui arrivent à la porte du maître. Alors, ce sont probablement justement ces fameux menren, c'est-à-dire ces gens qui sont à la porte du maître, et d'autre part, ceux qui rushi, c'est-à-dire qui entrent littéralement dans la pièce intérieure, c'est-à-dire là où le maître se tient pour dispenser son enseignement. Et on peut donc imaginer que ces gens qui rushi, qui pénètrent dans la pièce intérieure, ce sont donc les disciples dizi, autrement dit les happy few, si on peut dire, qui parviennent à être en tête-à-tête donc avec le maître. Et on trouve dans le texte même du Lun-yu, donc des entretiens, des allusions justement à cette distinction. Alors, vous avez par exemple dans le livre 11 des entretiens, à la section 15, cette petite scénette qui vous dit ceci: Zi yue, you zhi se, xi wei yu qiu zhi men. Alors, le maître dit un jour,
Alors, le you zhi se, c'est-à-dire la cithare, nous avons vu donc l'autre jour ce que donnait justement ce qu'était cette cithare. Je vous la remontre très rapidement. Ici, donc, vous avez cette cithare se, qui est en principe une cithare à 25 cordes et qui est devenue une sorte d'accessoire obligé donc du lettré, notamment du lettré confucéen. Alors je reviens donc à mon texte. La cithare de Yo, en fait, c'est, si j'ose dire, le petit nom du disciple Zulu, qui est un des disciples principaux de Confucius, qu'on voit apparaître très souvent dans les entretiens et qui représente un petit peu la figure du... c'est quelqu'un d'assez, martial, une espèce de fort à bras, qui est tout le temps prêt à dégainer son épée et que Confucius doit constamment essayer de retenir et de calmer. Mais malgré tout, c'est quand même un des fidèles parmi les fidèles donc de Confucius. Alors, le maître nous dit la cithare de Zilou, Xi Wei yu Qiu Zhimen. Que fait-elle donc à la porte de Qiu? Qiu, c'est donc le petit nom de Confucius et c'est sa manière à lui de se désigner lui-même. Donc, en d'autres termes, que vient faire Zilou chez moi, dans mon école, à jouer de la cithare comme il le fait, c'est-à-dire, on peut le supposer, que Zilou joue de la cithare, enfin d'une manière assez martiale, de manière un petit peu trop brutale ou violente, agressive au goût du maître. Alors ensuite, on vous dit Menren bu jing Zilou. À la suite de quoi, donc, les adeptes, c'est-à-dire ceux qui restent à la porte, les gens qui sont un petit peu extérieurs au cercle intime des disciples de Confucius, se mettent à ne plus jing, c'est-à-dire traiter avec respect le disciple Zilou, parce que justement, ils ont entendu le maître faire cette réflexion, mais que vient faire quelqu'un qui joue de la cithare de manière aussi agressive. Et ensuite, vous voyez le maître reprendre la parole, Ziyue, You ye, Sheng Tang Yi, Wei Ru Yu Shi ye. Donc, le maître leur dit alors à ces menren, c'est-à-dire à ces adeptes un petit peu extérieurs, sous-entendu, contrairement à vous qui restez à la porte, Yo, c'est-à-dire Zilou, lui, il est déjà Sheng Tang, il est déjà monté dans la salle, c'est-à-dire, en fait, il a déjà pénétré chez moi, dans mon école. C'est seulement que Wei Ru Yu Shi Ye, c'est-à-dire il n'est pas encore entré dans la pièce intérieure. Alors, ce qu'il faut vous figurer, c'est que donc dans les demeures anciennes, quand vous entrez chez quelqu'un, vous passez évidemment donc la porte avec justement ces deux vantaux ici. Et ensuite, vous devez en principe monter quelques marches pour arriver donc à une salle, une espèce d'espace de réception, et le shi, donc la pièce intérieure, est derrière. Donc, ce que veut dire ici Confucius, c'est que Zilou, ça n'est pas simplement un menren, c'est pas quelqu'un donc qui reste à la porte. Il a quand même monté les marches
pour accéder donc à la salle de réception, hein, mais simplement il n'est pas donc entré dans la pièce intérieure. Autrement dit, c'est quand même un vrai disciple, un tizi, hein, mais il n'a pas encore tout compris, hein, dans la mesure où il croit m'impressionner en jouant de sa cithare très fort. Ça, c'est un peu ce qu'ont tendance à faire les jeunes disciples ou les jeunes étudiants, hein, donc, qui se démènent beaucoup justement pour impressionner leur maître. Alors, vous avez cet autre passage, toujours dans le livre 11 du Luanyu, à la section 20, où vous avez donc mis en scène un autre disciple qui s'appelle Zi Zhang. Zi Zhang wen shan ren zhi dao, c'est-à-dire donc Zi Zhang demande ce qu'est littéralement le Tao ou la voie, hein, du Shanren, c'est-à-dire de l'homme bon. Hein. Autrement dit, il demande comment faire pour devenir un homme d'excellence morale. Et le maître lui répond, Zi Yue, Bu jian ji, yi bu ru yu shi. Alors, tant que l'on ne, littéralement, l'on ne marche pas dans les traces, alors on peut supposer que ce sont les traces, bien sûr, d'un prédécesseur, qui peut être un maître ou qui peut être aussi la leçon des anciens. Yi bu ru yu shi. On ne peut pas, on n'a aucune chance d'entrer dans la pièce intérieure. Donc, fin du dialogue. Alors, on voit dans ces deux passages la progression, en quelque sorte physique, de l'adepte qui arrive d'abord à la porte du maître et puis seulement sous certaines conditions est admis donc à monter à la salle, shengtang, donc la salle de devant, et puis là aussi sous certaines conditions à pénétrer enfin dans la pièce intérieure, ru shi, qui est derrière, là où le maître parle directement à quelques disciples authentiques. Vous avez donc une progression physique qui traduit métaphoriquement la progression donc dans la voie du perfectionnement de soi, qui est au cœur de l'enseignement de Confucius. Et là, les deux passages du Luanyu le montrent assez clairement. Ce parallélisme entre une progression, disons, spatiale et une progression en quelque sorte morale ou spirituelle. Alors, l'expression shengtang ru shi est devenue une expression consacrée en chinois, qui est même restée dans la langue moderne, où elle signifie pénétrer dans le sein des saints ou arriver véritablement à au summum. Mais on peut se demander si cette progression de la porte en passant par la salle extérieure en arrivant donc à la pièce intérieure, est-ce qu'elle ne reflèterait pas davantage la coutume en vigueur sous les Han, plutôt que véritablement à l'époque de Maître Kong, de Confucius, 5 ou 6 siècles auparavant. Alors, toujours est-il que vous avez, par exemple, dans les représentations des Han,
Ici, vous avez une stèle qui représente justement un maître, hein, une stèle qui date des Han orientaux, c'est-à-dire du IIe siècle de l'ère chrétienne, qui représente donc le maître qui est assis donc sur une sorte d'estrade. Alors, certains m'ont rappelé avec une certaine malice que ça rappelle un petit peu le dispositif du Collège de France, mais et vous avez tout autour donc les disciples qui sont chacun assis sur leur natte. Vous vous rappelez peut-être justement cette annotation du Leu que nous lisions l'année dernière et sur laquelle nous allons probablement revenir, qui intervient dans le livre 10 des entretiens, où il est dit sur une natte qui n'est pas posée droite, hein, on ne s'assied pas. Hein. Donc ici, là, les disciples sont assis chacun sur leur natte, et vous remarquerez qu'ils tiennent, enfin vous remarquerez, c'est pas très facile à voir, l'image n'est pas très bonne, on a un estampage qui n'est pas de très bonne qualité, mais ils tiennent chacun donc des fiches de bambou, hein, qui leur servent à prendre des notes. Donc la distinction, bien sûr, entre les adeptes qui restent à la porte, c'est-à-dire dehors, hein, ouais, et d'autre part les disciples qui sont admis à l'intérieur de la maison du maître, c'est-à-dire donc qui sont admis dans l'espace intérieur, né. Et probablement à l'origine de la distinction dans nombre d'ouvrages de la Chine ancienne entre les chapitres dits internes, les nei pian. Alors je vous rappelle ici que les pian, ce sont ce qu'on traduit conventionnellement par chapitre, mais nous allons voir que cette traduction conventionnelle n'est peut-être pas forcément très juste, mais toujours est-il que j'avais déjà attiré votre attention sur donc le radical du bambou qui surmonte donc ce caractère et qui rappelle donc justement ce support des lattes ou des fiches de bambou qui servait donc comme support principal de l'écrit, donc dans la Chine immédiatement pré-impériale et le début de la Chine impériale. Donc vous avez dans nombre de ces textes de la Chine ancienne la distinction entre les chapitres internes, neipian, réservés donc aux initiés, qui étaient censés contenir l'enseignement, on pourrait dire, ésotérique du maître, hein, au sens propre du terme, et d'autre part les chapitres externes, waipian, ou exotériques, qui étaient pour leur part donc accessibles au plus grand nombre. Donc cette distinction semble correspondre donc justement à une distinction entre divers types de disciples qu'un maître pouvait donc attirer autour de lui. Alors, d'après le décompte de l'historien Li Ling, dont nous avons parlé il y a quelques années, donc au tout début de ce cycle de cours, c'est un historien donc, qui est professeur au département d'histoire de l'université de Pékin à Peita. Donc Li Ling a décompté 155 personnages mentionnés donc dans le Yu, dans les entretiens, qu'il met en contraste avec le Lao Tzu,
qu'il décrit comme un désert. Effectivement, dans le Laozi, vous avez probablement délibérément une absence de référence à quelques personnages, et surtout quelques personnages historiques que ce soit. Alors en contraste, le Yu grouille de monde, et donc Li Ling a eu la patience de recenser donc tous ces personnages différents qui apparaissent, et ça commence par évidemment Confucius lui-même. On voit apparaître aussi son fils, dénommé Carpe, probablement parce que son fils, face à un maître pareil, ne pouvait rien dire, ne pouvait rester que muet comme une carpe. Enfin bon, je plaisante. Et Li Ling décompte les noms de 29 disciples dans le Luan Yu. Alors, et vous avez ensuite à peu près 125 autres personnages, soit enfin du passé antique, soit des contemporains. Alors, 29 disciples dénombrés dans le Luan Yu, alors que l'historien du début des Han, Sima Qian, dans son Shiji, donc qui sont les premières annales dynastiques de toute l'histoire chinoise, décompte. Alors, il fait justement une distinction entre des disciples qui étaient au nombre de 3000, ça fait quand même beaucoup, là je pense qu'il y a une certaine exagération, mais Sima Qian nous dit que ceux qui comprenaient véritablement les 6 arts, c'est-à-dire le cœur de l'enseignement de Confucius, étaient au nombre de 72. Donc, en réalité, la tradition a retenu donc le nombre canonique de à peu près 70 disciples, de vrais disciples autour de Confucius. Mais même là, je pense que ça fait beaucoup. Et je crois que déjà les 29 qui sont mentionnés dans le Luan Yu sont probablement plus proches de la réalité. Et du coup, certains exégètes sont même allés jusqu'à supposer que la compilation du Luan Yu serait à attribuer à ceux des disciples qui sont dénommés maîtres, qui portent le titre de Zi dans le Luan Yu. Alors, il y en a à peu près 3 qui sont qu'on voit apparaître avec la dénomination de maître dans le Luan Yu. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur cette question. Toujours est-il que l'hypothèse de cette compilation du Luan Yu par ces disciples-là, plus personne n'y croit guère à l'heure actuelle. Alors, inutile de préciser que la distinction entre ces deux termes, Dizi et Menren, a donné lieu à de nombreuses discussions et spéculations dans la tradition chinoise. Mais quoi qu'il en soit, on peut commencer par remarquer le parallélisme tout à fait évident entre les 2 phrases que j'ai soulignées dans ce passage du chapitre 30, du chapitre bibliographique de l'histoire des Han occidentaux, ce passage qui donne donc une explication du titre Luan Yu. Alors, vous avez d'abord cette phrase Dizi xiang yu yan jie wen yu fu zi, c'est-à-dire donc le titre du Luan Yu vient des paroles que les Dizi, donc ces disciples proches ou directs, échangeaient entre eux et entendaient directement de la bouche du maître.
Donc là, il y a en fait il y a cette référence xiang yuyan, donc cette référence à des conciliabules entre les disciples. Et quand vous en arrivez aux menren, c'est-à-dire donc aux adeptes qui restent à la porte, vous avez exactement la même formulation. Donc xiang yu ji er luan zhuan. C'est-à-dire donc là c'est ce qui se passe après la mort du maître. Les adeptes se concertent entre eux pour collecter donc ji, c'est ça la signification de ji, collecter entre eux donc les notes et en faire un recueil de propos. Ce qui me frappe, c'est le parallélisme justement de ces deux formulations. Donc nous avons ici inscrit dans la forme même de la phrase le parallélisme donc entre la transmission orale directe entre maître et disciple, c'est-à-dire entre le maître et ses dizi, et le travail de collation écrite effectué par les disciples indirects ou les adeptes, donc ceux qui restent à la porte. Et entre les deux, vous avez donc cette observation que Tangshi Dizi Ge You Suo Ji, c'est-à-dire donc entre ce processus de transmission orale et le processus de collation en volume, vous avez cette notation qui vous dit que à l'époque, c'est-à-dire du vivant de Confucius, les disciples, les dizi, Ge You Suo Ji, c'est-à-dire avaient chacun leur manière de ji, d'enregistrer ou de consigner donc les paroles du maître. Alors là, inutile de vous dire que les exégètes de la tradition chinoise se sont longuement gratté la tête pour savoir ce qu'il faut comprendre par cette manière de consigner. Est-ce qu'il s'agit donc de prise de notes écrite ? Je vous ai montré tout à l'heure donc cette image tardive qui date de la fin des Han, donc du IIe siècle de l'ère chrétienne, qui nous montre donc ce maître entouré de disciples qui, comme vous, prennent consciencieusement des notes écrites. Mais qu'en est-il justement de la situation donc à l'époque de Confucius ? Alors, certains commentateurs, jusqu'à des commentateurs contemporains, ont voulu repérer dans le Yu des passages qui semblent attester la pratique de la prise de notes écrite par les disciples. Je reviens juste un instant donc sur ce tableau où je mettais d'un côté dans les citations du Han Shu, donc de l'histoire des Han que nous avons vues, d'un côté donc à gauche tout ce qui se réfère à quelque chose, en tout cas tout ce qui comporte le radical ou la clé de la parole. Donc vous avez le mot yen lui-même qui ensuite est utilisé comme radical pour tous ces termes qui semblent désigner donc un processus oral. Donc yu luan ji shuo. Et de l'autre côté, donc, tout ce qui semble se référer donc à une pratique écrite. Nous venons de voir justement cet acte de collecter ou de collationner donc des notes, ji. Vous avez le mot zhuan aussi, qui veut dire rédiger. Vous avez shu aussi qu'on va retrouver bientôt, qui veut dire donc écrire ou noter par écrit. Et shu aussi,
qui est lui assez, comment dire, polysémique, hein, qui peut vouloir dire, qui veut dire transmettre, hein, mais ça peut être donc une transmission orale ou écrite. Alors, ces passages des entretiens du Luan qui semblent faire référence à une notation écrite, les voici donc. Vous avez d'abord ce passage qui se trouve dans le livre 15 des entretiens, à la section 6, où vous voyez réapparaître donc le disciple Zizhang, qui, soit dit en passant, est très souvent justement associé à la transmission écrite de l'enseignement de Confucius, à tort ou à raison. Alors, donc, Zizhang Wenxing, Zizhang donc se présente devant le maître et vient lui demander comment il convient d'agir ou de se comporter. Xing, pour ceux d'entre vous aussi qui ont étudié un peu le chinois, vous savez tous qu'en chinois moderne, Xing, ça peut vouloir dire tout simplement ça va. Et de fait, même dans la langue ancienne, ça peut vouloir dire marcher, ou aller, ou même courir, mais ça peut vouloir dire aussi se comporter ou agir. Donc, Zizhang vient demander donc comment il convient de se comporter. Et le maître lui répond, Ziyue, Yan zhong xin, xing du jing, sui man mo zhi bang, xing yi. Alors, le maître lui répond ceci, donc, Yan, donc, dans ses paroles, ou quand on parle, zhong xin, être loyal et digne de confiance. Xing, dans ses actes, ou quand on agit, quand on adopte une manière de se comporter, du jing, c'est-à-dire donc être plein de sérieux et de respect. Et même sui ma mo zhi bang, donc même littéralement quand on se trouve dans un pays de barbares, même quand on se trouve chez les brutes. Xing yi, c'est ça donc la bonne manière de se comporter. En revanche, alors là la phrase suivante donc est, si vous voulez, une sorte de contre-phrase, donc yan bu zhong xin, xing bu du jing, sui zhou li, xing hu zai. Donc, en revanche, ne pas être loyal et digne de confiance dans ce qu'on dit et manquer de sérieux et de respect dans ce qu'on fait, quand bien même on serait zhou-li, c'est-à-dire littéralement donc en pays connu ou chez soi, xing hu zai, est-ce que c'est là une façon de se comporter? Évidemment, donc là, nous avons une question rhétorique. Et là, la prescription du maître, c'est donc de li ze jian qi can yu qian ye, zai yu ze jian qi yi yu heng ye, fu ran hou xing. Donc, ce que tu dois faire, c'est que quand, je traduis très littéralement, li, quand tu te tiens debout, vois-le, tiens, c'est le fait de voir, vous avez l'élément œil ici, donc vois-le donc inscrit, yu tian, inscrit devant toi. Donc ce principe de parole et de comportement
il faut que ce soit toujours présent devant toi. Et quand tu es en voiture, en char plus exactement, vois-le donc littéralement donc appuyé sur la barre. Les chars donc comportaient donc une barre qui servait à se tenir. Donc en d'autres termes, où que tu sois, dans quelques circonstances que ce soit, il faut que ce principe reste présent à ton esprit. Donc, et c'est fu ran hou xing. Et c'est seulement une fois que tu auras réalisé cela que tu sauras comment te comporter. Et la section se termine avec cette notation, donc zi zhang shu zhu shen, c'est-à-dire donc zi zhang s'empresse donc de shu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de l'écrire, de le mettre par écrit sur sa ceinture. Parce que évidemment, il se trouve probablement qu'il n'a pas son rouleau de fiches de bambou sous la main, et donc il prend le premier support qui lui tombe sous la main, c'est-à-dire sa ceinture. Donc, un passage comme ceci semblerait vous indiquer donc que les disciples, dans leur désir justement de conserver les paroles du maître dans le texte, s'empressaient, n'avaient rien de plus pressé que de mettre les paroles du maître par écrit. Alors, vous avez cet autre passage qui, lui, me semble beaucoup plus contestable, qui intervient dans le livre 17, à la section 19. C'est un passage très célèbre et qui n'est peut-être pas d'une très grande authenticité, mais qui me paraît un très beau dialogue. Alors, Zi Yue, le maître dit, Yu Yu Wu Yan. Là, on imagine le maître en train de soupirer. Yu, c'est-à-dire moi. Là, nous avons le maître qui parle au discours direct en disant moi je. Donc, comme Yu, comme j'aimerais bien, comme je désirerais, Wu Yan, c'est-à-dire littéralement être sans parole, ne pas parler, m'abstenir de parler. Ce négatif wu, vous vous souvenez peut-être que nous l'avons évoqué donc l'année dernière à propos de cette fameuse notion souvent qualifiée de taoïste, cette notion de wu wei, c'est-à-dire donc de non-agir. Ici, donc, Confucius dit, il soupire, j'aimerais tant ne pas parler. Et le disciple Zigong, ici, autre disciple qui fait partie des Happy Few, du cercle intime de Confucius, lui répond « Zi ru bu yan, ze xiao zi he shu yan » Mais, maître, si vous ne parlez plus, ou si vous ne parliez pas, alors, xiaozi, alors là, en fait, Zigong parle de lui et des autres disciples, nous autres, xiaozi, littéralement, petits enfants. On pourrait dire, on pourrait aussi penser que ça désigne nous autres des petits maîtres, mais là je pense qu'il s'agit de cette autodésignation des disciples qui se considèrent comme les petits frères ou les petits enfants du maître. D'ailleurs, dans le Luanyu, on voit assez souvent le maître appeler ses disciples xiaozi, mes petits enfants. Donc, si, maître, vous ne parliez plus ou pas, nous autres petits-enfants
qu'aurions-nous à shu, c'est-à-dire à transmettre. Alors, là, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez comprendre ce que vous voulez par ce terme de shu, c'est-à-dire donc, est-ce que ça veut vraiment dire consigner par écrit, ou bien simplement transmettre de mémoire ou transmettre en substance. Et le maître a cette très belle réponse, Ziyue, Tian he yan zai, si shi xing yan, bai wu sheng yan, Tian he yan zai. Donc le ciel, lui, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il a besoin de parler? Les si, les 4 saisons, xing yan, alors là vous retrouvez donc ce verbe xing qui veut dire ici donc les 4 saisons, soit vous pouvez comprendre les 4 saisons agissent, elles ont leur forme d'action ou elles ont leur forme de marche, elles avancent, elles se succèdent. Bai wu sheng yan, donc les 100 créatures, les 100 êtres. Alors bien sûr, ça désigne la multitude en fait infinie des êtres. Les textes anciens parlent plus souvent de Wanwu, par exemple les 10 000 êtres, et non pas les 10 000 êtres comme j'entends souvent mes étudiants dire. Bon. Donc la multitude des êtres sheng, c'est-à-dire se génère et se régénère, prolifère. Le ciel, lui, est-ce qu'il parle? A-t-il besoin de parler? Donc là, nous voyons Confucius, dans sa réponse, s'échapper justement dans une sorte de dimension cosmique. Là, c'est là toute la beauté de sa réponse, c'est qu'il dit au fond, c'est un peu comme cela que j'interprète sa réponse, si j'étais un véritable maître, je n'aurais pas besoin de parler. Je serais comme le ciel qui agit sans avoir donc à parler. Alors là, vous reconnaissez évidemment une tonalité taoïsante, et je pense que à la suite de notre investigation de la composition du texte du Lun Yu, ça ne nous étonnera plus guère justement de trouver des passages à connotation donc taoïsante, puisque comme nous allons voir, le texte du Lun Yu est loin d'être, si vous voulez, cette entité cohérente et monolithique qu'on a pu imaginer. Alors, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui avant d'aborder donc un autre volet de notre enquête, en vous renouvelant tous mes vœux et en vous remerciant de votre attention et de votre fidélité. Bonne année encore à vous. Merci.